Dans les affaires de police, il y a des milieux particulièrement opaques et difficiles à pénétrer. Des milieux où règne l'omerta, comme celui de la drogue. Une industrie juteuse. Rien qu'en France, le trafic de stupéfiants rapporterait près de 3 milliards d'euros chaque année aux trafiquants. Au cœur de ce problème de santé, l'héroïne, l'une des drogues dures les plus dangereuses. Depuis quelques années, l'Alsace est particulièrement touchée par le phénomène, puisqu'en l'espace de 3 ans, on recense près de 50 morts par overdose. À Mulhouse, les forces de police sont sur le pied de guerre car la ville est devenue une destination prisée des trafiquants. Il faut dire qu'elle est située à 30 km de la Suisse et 15 de l'Allemagne. Sa situation géographique permet aux mafias d'échanger facilement leurs dealers, en les faisant passer d'une frontière à l'autre en quelques minutes. Cela a pris tellement d'ampleur que depuis quelques mois, tous les services de police sont mobilisés. Et notamment la BAC, la brigade anti-criminalité, dont le groupe de David, 35 ans, dont 11 passaient sur le terrain. Sous ses ordres, Lionel, 12 ans de police, Jonathan, 7 ans, et Audrey, 10 ans de maison. Habituellement, ces hommes rompus aux opérations les plus délicates patrouillent chaque jour dans les rues de Mulhouse à la recherche de flagrants délits, d'agressions ou de vols. Mais face au développement inquiétant du trafic de drogue dans la ville, la BAC vient prêter main forte à la brigade des stupes pour tenter d'enrayer l'épidémie. Ah, t'as pas pris le matos? Une enquête de police commence toujours par un travail sur le terrain. Les hommes de la BAC vont se rendre dans tous les lieux de la ville fréquentés par les dealers de drogue pour tenter d'interpeller des consommateurs et leur soutirer des informations. Ils ne le savent pas encore, mais ce travail de recherche d'informations et d'informateurs va leur permettre de mettre la main sur l'un des plus importants réseaux de vente d'héroïne de la ville. Ça deal pas mal, surtout en début de soirée. Ils viennent de la rue à côté, les clients ils se garent sur le parking et ils attendent. Là on va arriver au coteau, ce qu'on appelle la ZUP. Hein. Généralement ils se mettent là, quand le tabac est ouvert, ils se mettent tout de suite à la sortie du tabac. Et ils alpaguent tous les petits jeunes ou tous les mecs qui viennent acheter leurs feuilles à rouler, essayer de leur vendre des barrettes. Grâce à leurs nombreuses années de service, Lionel et son collègue Jonathan connaissent les principaux points de vente de la ville et la plupart des trafiquants. Donc là, voilà. Chaque quartier a ses vendeurs, chaque quartier a ses spécificités. C'est vraiment... Dans toute la ville, il doit y avoir pas loin d'une centaine de points d'île, je pense. Hein. Un chiffre impressionnant qui ne surprend pas vraiment le policier. Les prix ont chuté, du coup la drogue est à la portée de tous, même des plus démunis. Bah là, à droite, il y en a. Hein. À droite, voilà, hein, tu peux... Mon pantalon rouge, notamment. Pantalon rouge qui a été fait plein de fois. Déjà ramené pour les contrôler, ça. Plein de jeunes qui vendent essentiellement des barrettes. Hein. Après, ils ont une spécialité, ils font les petites barrettes à 10 €. C'est vraiment les petits trucs... C'est le discount du shit. Mais ce que constate Lionel, c'est que la baisse des prix concerne aussi les drogues les plus dures, et notamment l'héroïne. Son prix a quasiment été divisé par 2 en l'espace de quelques années. C'est quand même une ville assez jeune, donc la demande en produits stupes. Après, en plus, avec la crise, je crois que c'est un des seuls trucs qui explose hein, actuellement. Les gens prennent des produits de substitution pour oublier quelques instants leurs problèmes. Hein. Résultat, la demande augmente. Et de nouveaux points de vente font sans cesse leur apparition aux 4 coins de la ville. Alors, dès qu'ils aperçoivent un deal ou des consommateurs, ils les interpellent. Ah, Bac Alpha, écoute. Le point de deal en place contrôle là par les CRS. Hein. Voilà, là, tu vois là. Donc ça, c'est tous les petits dealers de quartier. Hein, Oui, il n'y a pas de problème. Transporter rien de particulier sur vous? Comment ça? Rien de particulier, rien d'interdit, pas d'armes, pas de produits stupéfiants? Il n'y a pas. C'est parfait, je vais Pas de vérifier. problème. Cette fois-ci, rien à signaler. Lionel et Jonathan poursuivent leur patrouille quand soudain, au détour d'un virage, ils repèrent un homme sur un scooter déclaré volé. Sinon, à l'arrière, là. Les policiers
le prennent immédiatement en chasse. Fais-la, il nous a pas eu. Vas-y. Mais pas pour longtemps. L'homme qui ne porte pas de casque prend la fuite et n'hésite pas à prendre tous les risques. Arrête-toi! Alpha Papa, c'est... Oh putain le... Vas-y. Arrête-toi! Malgré les injonctions des policiers, le conducteur ne s'arrête pas, bien au contraire. Au bout de quelques minutes, la voiture de la BAC finit par le rattraper. Non, tu passes pas, oublie. Enfin presque. Si on prend l'endroit 3, on va retomber dessus. Lionel et Jonathan ont appelé des renforts, mais la poursuite risque de s'achever avant leur arrivée. Ce chemin va marquer la fin de la poursuite. Impossible d'aller plus loin sans abîmer le véhicule. Quant au scooter et son passager, ils sont déjà loin. Cette fois, l'homme est passé entre les mailles du filet. Il faut donc pour les enquêteurs patiemment reprendre leur tournée des points de deal. Et vous allez voir que leur persévérance va finir par payer. Quelques minutes plus tard, ils aperçoivent deux hommes qui pourraient être des consommateurs de drogue. Il y en a deux là, ils ont peut-être le profil d'avoir acheté. Alors pour Lola, D'avoir acheté un peu de choses. Eux là TV100 Alpha. Messieurs, bonjour. La police va faire un petit contrôle. Pièce d'identité, s'il vous plaît. Regardez ici, sur vous. Un petit bout de shit, un truc comme ça. Moi s'il vous plaît. Si, moi, Ouais, vous en mettez s'il vous plaît. Ouais. Vous en achetez Bien sûr. Non, non. Vous avez rien d'autre? Non. Certain? Sûr, Je hein. vais vérifier. Hein. Ok. Non, pas de problème. Ouvrez vos poches s'il vous plaît. Une barrette de 10 grammes, achetée 50 € la veille. Bonne pioche. Pour usage de stupéfiants, ce jeune homme risque 1 an de prison. Mais dans les faits, cette peine est rarement prononcée. Tu vas venir avec nous? Toi, c'est bon? Tu vas pas avec nous? Ah non, maintenant, t'as rien à te reprocher. Lionel laisse filer son ami, mais va interpeller le petit consommateur de drogue. Il veut le questionner pour savoir où il s'est fourni. Il veut aussi savoir si, par hasard, le jeune homme n'aurait pas des informations sur les dealers de shit ou d'héroïne. Tu l'as acheté où? C'est un pote à côté. Hein. Chez un pote? Et t'as son nom à ton pote? Bah, c'est... On t'a dit que ça allait pas être bien long. Ouais. Si tu mets de mauvaise volonté, ça va peut-être s'allonger un peu. Hein. Attends, je vais t'expliquer. T'es coopératif? Ouais, d'accord, Oui, oui, jusqu'à bah, là, c'est- voilà. C'est Alors, pour ça que ça va bien se passer. continue à être coopératif. Ouais, mais je vais pas non plus dire après le nom de mon pote. C'est pas non plus un truc qui se fait. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je pense que vous comprenez aussi. Après, ce que tu nous dis là, ça reste dans la voiture. Hein? Non, c'est très bien, c'est pas. Mais si, c'est vrai. Donc, tu veux pas me dire qui c'est? Si vous allez après chez lui, non, c'est pas là. Je vais pas aller chez lui après, là, maintenant. Fais-moi confiance. Moi, je pense que t'es pas le seul à prendre chez lui. Ah, après ce qu'il fait, je peux pas. Dans les histoires. Le jeune homme n'en dira pas plus. L'interrogatoire n'a pas fonctionné cette fois-ci. Mais les enquêteurs ne se découragent pas. Ils savent que ce travail de fourmi leur permet progressivement de tisser des liens privilégiés avec ces consommateurs et de constituer un réseau d'informateurs. Dans le jargon policier, on les appelle les indiques. Avec ses 11 années d'expérience, David, le chef de Lionel, en compte plusieurs. Ils sont ses yeux et ses oreilles. La plupart de ces personnes sont consommateurs d'héroïne et ça se fait par hasard. On interpelle la personne qui est porteur de produits stupéfiants, on fait la procédure et pendant la discussion, il arrive qu'on sympathise avec la personne. Après, c'est une relation de confiance. Ça peut prendre plusieurs années pour fidéliser correctement un informateur. Et on va dire, sur chaque cellule de vente, on est entre 50 et 100 possibles acheteurs. Donc, à partir du moment, parmi ces acheteurs, j'ai des personnes qui travaillent avec nous, qui eux vont immédiatement, dès la première transac, ça arrive dès la première transac, vont nous donner, je marque info, vont nous donner l'information, donc à nous,
à nous, vont nous donner l'information immédiatement. Et là, à partir de là, nous, on va se mettre dessus et on va monter une surveillance. Et on va voir comment un petit peu travaille cette cellule de vente et comment ça fonctionne au niveau des acheteurs. Comme c'est des gens qui achètent quasiment quotidiennement, on sait quasiment en temps réel où ça se passe. Hier, David a contacté ses informateurs, consommateurs réguliers d'héroïne. Là, j'attends le SMS là, qui va me confirmer la localisation possible d'un endroit où apparemment ça vend du produit stupéfiant. Un nouveau point de vente aurait fait son apparition, mais il ne sait pas où précisément. Les plus grosses saisies que j'ai pu réaliser depuis ces dernières années, qui sont quand même conséquentes en héroïne, sont faites grâce à la présence d'informateurs. Et en fait, rapidement, on a pu savoir où ça se fait et comment ça fonctionne. Les heures passent et toujours aucun SMS. Avec le temps, l'enquêteur a appris à gérer cette attente. Il sait que tôt ou tard, entre ses rondes sur le terrain et ses indices, il finira par obtenir une information exploitable. Mais David est loin de se douter de ce qu'il attend. Non seulement il va recevoir une information capitale, mais celle-ci va déboucher sur un véritable réseau international de trafiquants. Quelques jours plus tard, au commissariat, le policier vient de recevoir une bonne nouvelle. Grâce à son indice, il a confirmation qu'un nouveau trafic d'héroïne s'est installé à 2 pas du centre-ville. Et surtout, il a l'adresse. Cette info, on l'a eu par un coup de fil d'une personne qui est toxicomane et qui a été bénéficiaire du SMS des gars, leur disant attention, nouveau plan, en donnant l'adresse. Qu'elle y allait. Elle a vu comment ça tourne, elle nous a indiqué que... La personne nous a indiqué qu'il y avait du monde déjà, qu'elle a croisé déjà des acheteurs qu'elle croise sur différents points de vente. Donc apparemment, le plan a l'air pas mal, ça débite, comme on dit. Ce point de vente, le voici. Après avoir déposé leur voiture sur le parking, les acheteurs emprunteraient cette petite allée entourée d'arbres en lisière de forêt. Un peu plus loin, une aire de pique-nique transformée en lieu de deal, loin de la circulation, à l'abri des regards indiscrets. L'enquêteur dispose aussi d'une autre information. Il n'y aurait pas un, mais 2 vendeurs. 2 hommes dont il ne sait rien. Ni leur âge, ni leur taille, ni leur apparence physique. Un grand flou qui ne va pas faciliter la tâche des policiers. Maintenant qu'ils connaissent le lieu de deal et qu'ils savent qu'il y a 2 vendeurs, les enquêteurs vont mettre en place une surveillance pour les identifier. Mais pour cela, il va falloir les approcher sans éveiller leurs soupçons. Et vous allez voir que David et Lionel ont une petite technique bien à eux. Pour se planquer en forêt, on a un petit accessoire, on a une petite arme secrète. On va se déguiser en arbre. Une arme secrète. Tiens, si tu peux regarder si elle est complète, la tenue. Donc on a une tenue de sniper. Ce camouflage, utilisé généralement par les commandos militaires, s'est déjà révélé fort utile pour les planques en forêt. Sans cette tenue, David ne mettrait pas longtemps à se faire repérer. On a tous les deux pas mal d'années de boîte sur la circonscription. On est quand même connus. Donc voilà, au niveau du visage, on est pas mal repérés. Il faut se maquiller, il faut se grimer, sinon on ne fait pas les affaires. En fait, ils nous amènent à nous adapter. Donc après, si on veut planquer en forêt, je ne vais pas y aller comme ça, comme ça qui dépasse, ou même... Donc avec ça, en forêt, on ne nous voit pas. Et on va pouvoir s'approcher au plus près des individus. Oui, ils sont malins, il faut être plus malin qu'eux. C'est tout, hein, c'est un jeu. Bon, c'est parti. Si les policiers de la BAC veulent avoir une chance de démanteler ce nouveau réseau de vendeurs d'héroïne, il faut rapidement identifier les dealers et leur mode opératoire. Les enquêteurs se rendent donc immédiatement sur place. Direction la forêt, située à proximité du centre-ville. Un endroit calme et isolé, décrit avec précision par leur indique. Un endroit parfait pour des acheteurs qui veulent se procurer leur dose en toute tranquillité. C'est un peu plus loin, sur cette route, qu'est située l'aire de pique-nique où les trafiquants dealent. Impossible d'y accéder en voiture sans éveiller les soupçons. Les enquêteurs s'arrêtent donc un peu plus loin pour se répartir les rôles. Je vais me planquer, je vais m'équiper et après je descends à gauche tranquillement dans la forêt. Voilà. Ouais, ça marche. Je te rappelle. Ouais. Pour tenter d'assister à une transaction, David va revêtir sa tenue de camouflage et se placer en embuscade dans la forêt. De son côté, Lionel restera en appui sur le parking, à quelques centaines de mètres de l'entrée du chemin. On va se mettre en position, je vais me planquer, m'équiper tranquille, petite tenue de sniper, et c'est passer
incognito, en buisson, et essaie de progresser vers l'endroit où les gars ils sont en train de vendre. Une opération délicate. Nous ne pouvons pas suivre l'enquêteur. Nous l'avons donc équipé d'une caméra miniature placée dans sa tenue. Comme dans une opération militaire, David progresse avec prudence au milieu des arbres, sans faire de bruit. Jusqu'à trouver la planque parfaite. 2 personnes sont présentes sur place, S'ils viennent derrière les bancs, je suis juste au-dessus, c'est parfait. mais ce n'est pas ce couple de retraités qui intéresse l'enquêteur. Ouais, bon, je suis un peu près, mais bon, voilà quoi. Je suis assis à côté d'un arbre. Je te défie de me trouver en passant devant le bagnole, même à pied. Tu me trouves pas. Pendant que David, à l'avant-poste, tente de repérer les dealers, de son côté, Lionel repart se poster sur le fameux parking qui précède le petit chemin au bord du canal. Son objectif, prévenir son collègue de l'arrivée éventuelle de toxicomanes ou de dealers. On va essayer de voir s'il n'y a pas déjà des clients qui attendent. C'est pas des voitures un peu de tox qui attendent. Essayez d'être discret. Lionel le sait, si leur dispositif est repéré, les dealers vont leur filer entre les doigts et il leur faudra une nouvelle fois tout recommencer à zéro. De toute façon, s'ils nous lèvent, ils partent. Après, on les revoit plus. On sait même pas où ils habitent. Alors, prudent, l'enquêteur se gare à quelques centaines de mètres de l'entrée du chemin, sur le parking utilisé par les promeneurs pour stationner leurs véhicules. Pour aller chercher leur dose, les acheteurs sont obligés d'emprunter ce chemin qui traverse le bois. Et ce jour-là, de nombreux marcheurs et joggeurs se baladent tout le long. Une aubaine pour Lionel qui cherche des informations. Peut-être ont-ils vu quelque chose. Monsieur, bonjour. Bonjour. C'est la police. J'ai besoin d'un petit renseignement. Par hasard, vous faites pas du jogging là, le long de la forêt? Enfin, moi, je viens d'en faire un, ouais. Vous venez d'en faire un. Est-ce que vous avez vu 2 mecs qui sont posés au niveau des bancs, vous savez, juste avant le pont blanc qui traverse? Ceux-là, je les vois régulièrement ici. Ce sont des dealers. Voilà. Et ils restent ici, ils vont là-bas et parfois ils vont de l'autre côté. Ouais. Si vous savez tout, c'est nickel. Au détour de la conversation, Lionel vient d'obtenir une information capitale pour son enquête. Comme l'indique l'avait annoncé, des deals de drogue ont bel et bien lieu quotidiennement dans le coin, mais tout le long de cette route et pas uniquement sur l'aire de pique-nique. Lionel ne pensait pas en apprendre autant, aussi facilement. Et contre toute attente, ses interlocuteurs vont même proposer de l'aider. Et est-ce qu'aujourd'hui ils sont là? Non, je les ai pas vus aujourd'hui. Ils étaient là hier, avant-hier. Et vous avez pas vu ça avant là? Vous voulez que j'aille faire un tour là-bas pour voir hein? Si ça vous dérange pas, ça m'arrangerait. Ben, je vais aller faire un tour avec monsieur et puis on revient. Si c'est possible, ouais, ça serait nickel. Un couple de retraités qui promène son chien. Des gens qui passeront forcément inaperçus aux yeux des dealers et qui pourraient même rapporter aux policiers des informations essentielles. Discrètement, bien sûr. Je promène ma chienne. Je sais, mais... hey, Quand tout à coup, non, madame. Laissez tomber. Parce qu'ils sont juste derrière vous. Laissez tomber. dans son rétroviseur, Lionel vient d'apercevoir 2 hommes. Et l'un d'eux lui rappelle le visage d'un dealer qu'il a déjà contrôlé par le passé. Merci. Putain, alors ça... Je l'ai vu au dernier moment, l'autre. Le policier démarre en trombe et s'éloigne au plus vite. Si ces 2 hommes l'aperçoivent dans sa voiture, C'est toujours comme ça, hein. toute opération risque de tomber à l'eau. Lionel appelle David et lui décrit les 2 individus, en commençant par celui qu'il a cru reconnaître. Il arrive, hein. Il y a un basket blanche, jean et au bleu. L'autre, il est arrivé fort sur nous, quoi. Mais il nous a pas vus, hein. On demande notre chemin, tranquille, et puis voilà. Ces 2 hommes sont-ils bien les 2 vendeurs dont l'indique leur a parlé? Après avoir vu leur tenue, l'enquêteur se met à douter. Il prend la direction du point de vente. Maintenant, il est en train de marcher avec un mec avec un survêt lisse, les chiens. Tu sais, le survêt noir et jaune fluo. Je le vois plus acheteur que vendeur, quand même, hein. Le mec, il va pas aller vendre avec un survêt aussi flashy. On va le savoir dans peu de temps là, j'essaie de voir ton mec là. Lionel a des doutes, car l'un des 2 individus porte une tenue qui lui semble un peu trop voyante pour un vendeur de drogue qui cherche en général à se faire discret. De son côté, David, toujours en embuscade, attend de les voir arriver. Seulement voilà, personne à l'horizon. Il y a quelqu'un ou pas pour l'instant? Non, il n'y a personne, J'ai vu sur les 2 bancs, il n'y a personne. Non, il n'y a personne pour l'instant. Attends, il y a 2 mecs qui arrivent. Non, c'est des joggers.
Tu vois personne ou il y a personne? Ouais, j'ai vu un mec passer, effectivement, il avait l'allure tox, mais il a continué, hein, il s'est pas arrêté, il est pas revenu dans l'autre sens. Ah, ça fait chier ça. Ouais. Putain, de loin il ressemblait. Hein. Les minutes passent. David, en planque dans le bois, doit se rendre à l'évidence. Si un deal a eu lieu, il s'est produit avant l'heure de pique-nique. Lionel est retourné sur place en voiture, mais les deux hommes ont déjà disparu. Il y a peut-être plus de matos, je sais pas, hein, c'est possible aussi. Après, s'ils sont pas là, je te récupère. Hein. Voilà, de toute façon, on peut pas faire plus. Hein. Les enquêteurs savent qu'ils n'obtiendront rien de plus aujourd'hui. Ils décident de lever la surveillance. Voilà. C'est pas mal, franchement. C'est exceptionnel. T'as vu quelque chose d'intéressant là sinon? Non, écoute, il n'y a pas de tox qui attendait, il n'y avait rien. 2-3 promeneurs, des joggers, un couple qui est venu Tu vois bien, tu vois les 3 bancs. Non, si les 3 bancs en même temps, tu peux pas voir. Il faut t'obliger de bouger de ta position. Après, moi je me suis dit, si je me rapproche trop, il suffit qu'il n'y ait pas de chance, il vient planquer au moment l'arbre où je suis, tu vois. La journée se termine. Les policiers n'ont peut-être pas assisté à une transaction, mais grâce aux témoignages des promeneurs, ils savent qu'un trafic de drogue a bel et bien lieu sur ce chemin. Madame a dit, elle est pas mal bougée. Hein. Ils avancent, ils reculent, ils avancent. D'accord. Les points de deal, à mon avis, se font pas au banc. Ça, on verra, hein, ils vont revenir. Les dealers feraient donc des allers-retours le long de cette route. Désormais, le terrain de chasse à surveiller est beaucoup plus important que prévu. Alors, pour faire progresser leur enquête, David et son équipe vont devoir mettre en place une technique de surveillance encore plus ambitieuse. Et vous allez voir qu'elle va fonctionner au-delà de leurs espérances. Le lendemain, changement de tactique pour les policiers de la BAC. Lionel et David, le chef de groupe, partent avec Jonathan en renfort. Ils sont bien décidés à ne pas lâcher ces dealers présumés. Objectif, démanteler les réseaux qui fournissent Mulhouse. Après avoir minutieusement observé les alentours du chemin, les policiers ont décidé de prendre un peu de distance et surtout de la hauteur. Je te dis que je suis en place. Par peur d'être repérés, les policiers ont décidé d'inverser des rôles aujourd'hui et c'est Lionel qui partira en planque. Une planque assez inhabituelle, un gymnase municipal. Bonsoir, c'est la police? Oui. J'aurais besoin d'effectuer une surveillance du haut de votre parvis, là. L'endroit qui donne le plus près des rives. Ouais, ça marche. La veille, alors qu'ils étaient en planque, les policiers ont repéré ce gymnase à seulement quelques centaines de mètres du chemin. Un lieu idéal pour observer les allées et venues des promeneurs. De ses fenêtres, Lionel aura une vue parfaitement dégagée. Écoute, moi je suis en place, hein, je suis pas trop mal. D'accord. Reste un peu dans le secteur parce que c'est le bon créneau horaire là. Écoutez 5-10 minutes, je fais un petit passage juste pour voir si je vois une caisse qui a le profil. De leur côté, David, le chef d'enquête, et son collègue Jonathan vont patrouiller dans un rayon d'1 ou 2 kilomètres autour du chemin afin d'identifier d'éventuels acheteurs de drogue. Ça, c'est pas mal ça. Ouais. T'as vu un mécanique? Ouais. Écoute, il y a une Mégane avec des mecs là qui ont l'air un peu d'avoir le profil, on va voir si ça vient vers chez toi, je te tiens au courant. Tiens, prends-le au téléphone. Après quelques minutes de ronde, David vient de repérer une berline grise avec 3 hommes à son bord. Et leurs visages ne lui sont pas inconnus. Alors, pour mieux les voir, il va se garer sur le bas-côté pour les laisser passer mine de rien à sa hauteur. Un jeu du chat et de la souris auquel l'enquêteur est parfaitement habitué. Ouais, ça marche. Écoute, on a vu une voiture. Elle arrive. Attends, je te prends la... Donc on va vérifier. Ah ouais, si, c'est bon ça. C'est pas mal, hein. C'est pas mal là. Prends la plaque. Les premières impressions de David ne font que se renforcer. Il pense que ce sont 3 acheteurs. Il va donc demander par radio l'identification de la plaque d'immatriculation du véhicule. Faire identifier un véhicule. En attendant le résultat, le policier suit à distance la voiture suspecte. Pas question de la perdre de vue. Ils nous ont vus, c'est sûr. Regarde, ça fait le tour, c'était sûr. C'était ça. Faut qu'on lève. La voiture a déjà fait 2 fois le tour du rond-point et elle se dirige exactement vers le lieu de vente identifié par les enquêteurs. Ouais, c'est ça, c'est bien cherché. Je rappelle Yo. C'est bien reçu. Après vérification, plus de doute possible. Le propriétaire de la berline est un toxicomane bien connu des services de police. David et son collègue
préfère abandonner la filature pour ne pas risquer d'être reconnu. Maintenant, c'est à Lionel, posté dans son gymnase, de prendre le relais. Les mecs, on les a vus, c'était tox à 10 000%. Il va y avoir transac dans peu de temps, hein, parce qu'ils vont se garer là. Moi j'ai levé, hein, je me suis cassé, je suis pas resté derrière eux. Qu'est-ce qu'on fait? On fait acheteur? On les tape plus loin? Dans l'urgence, David a un doute. Faut-il les interpeller tout de suite pour les faire parler, ou bien les laisser rejoindre le lieu du deal? Bah écoute, focalise-toi sur le vendeur. David a tranché. S'il veut avoir une chance de remonter la filière de ces trafiquants et découvrir le lieu où ils stockent l'héroïne, mieux vaut être patient et ne pas les interpeller tout de suite. Si on les contrôle là-bas, ils vont se dire c'est bon, les mecs nous ont suivis, donc prochaine fois qu'ils vont acheter ici, parce qu'ils vont pas prendre grand-chose, hein, ils vont prendre, s'ils sont un peu connus, allez, 6 mois de prison avec sursis ou un peu plus. Prochaine transac, il y en a au moins un des trois qui va sortir, qui va pouvoir dire attention là-bas, quand on les a vus, ils nous ont contrôlés, le point disparaît. Un point de vente qui disparaît, et c'est toute l'enquête qu'il faudrait recommencer. L'idée des policiers, c'est donc de suivre les acheteurs pour qu'ils les mènent directement jusqu'aux dealers. Des individus dont les enquêteurs ignorent tout pour le moment. À quelques centaines de mètres, dans le gymnase, Lionel continue d'observer le chemin. Et quelques minutes après le coup de fil de David, une silhouette apparaît. Il y a un mec qui vient au bleu, pantalon noir, basket blanche, je suis pas suite à capuche. Il y a le deuxième qui est arrivé là, comme un cheveu sur la soupe, je sais pas d'où. Ces deux hommes seraient-ils les dealers que les policiers ont aperçus la veille? Cette fois-ci, Lionel ne va pas les perdre de vue. À l'abri derrière sa fenêtre, il va tenter de prendre en photo la transaction entre dealer et acheteur. Il est le plus petit, habillé en noir. À mon avis, c'est ça. Ouais, il a quoi, un sachet là? Il est chargé le sachet? Depuis sa planque, Lionel a cru apercevoir un sachet d'héroïne dans la main d'un des hommes. Les trois individus repérés dans la berline grise viennent de rejoindre les deux hommes sur le chemin. Et en seulement quelques secondes, plusieurs sachets vont changer de main. Et voilà quoi. Pas de transac. Le petit groupe se sépare sans que Lionel puisse photographier leur visage. Mais pour David, c'est déjà une excellente nouvelle. Ah bah ça n'a pas été long, hein? Hein, ça fait 10 minutes qu'on est là. C'est le flagrant délit que les enquêteurs attendaient. Après seulement 2 jours de planque, les informations fournies par l'indic se confirment. Un homme en sweat bleu et basket blanche, un autre en sweat noir. Mais plutôt que de les interpeller, les enquêteurs vont chercher maintenant à savoir comment ils se fournissent, afin de remonter toute la filière. Pour cela, ils vont mettre en place une filature, sans se douter qu'elle va se révéler riche en rebondissements. Ouais, mais tu veux pas qu'on se regroupe là pour refaire le point là? Dès que la transaction a eu lieu, David rejoint Lionel au gymnase. Bon, ça n'a pas été long, hein? Ça a vite bougé, hein. Ça avait trop le profil, les mecs dans la bagnole. Hein. C'est David lui-même, le directeur d'enquête, qui s'équipe d'une caméra discrète et part à pied à leur poursuite. Il espère rattraper les vendeurs à l'entrée du chemin et découvrir l'endroit où ils planqueraient leur stock d'héroïne. Dans la voiture, Lionel est en communication permanente avec lui. Il a un haut bleu foncé. Hein. Je l'ai. Il arrive. Mais je l'ai vu au loin là, mais il arrive. Moi je me suis planqué sur le parking, il va arriver là. Mais il arrive vers la patinoire, sur le trottoir de droite, quand tu as le McDo dans le dos. Il continue, hein, il marche à un bon rythme. Hein. Pour les enquêteurs, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. David a bien retrouvé la trace de l'un des dealers, mais entre-temps, son complice vêtu d'un sweat noir a disparu. Le policier n'a pas le droit à l'erreur. S'il se fait repérer, tout le travail de la journée n'aura servi à rien. Alors il poursuit sa filature avec prudence. La tâche est loin d'être aisée. Allô? Ouais, il me rend dingue. Il fait des coups de sécu. Il se retourne beaucoup. Hein. Attention. Hein. L'homme est particulièrement méfiant. Posté à une 50aine de mètres en retrait, le policier observe ses moindres faits et gestes. Il espère bien le suivre jusqu'à sa planque. Seulement voilà. Écoute, c'est la merde. Hein. C'est la merde. Il attend le tram. Je suis baisé. Hein. Je peux pas m'arrêter avec lui. Hein. Le problème, c'est que là, il est seul à l'arrêt tram. Si je commence à attendre à côté de lui, il va me crier. Ah, tu sais, les mecs, ils ont peut-être déjà croisé. Hein. Ce trafiquant présumé, David l'a peut-être déjà interpellé par le passé. Alors il doit garder ses distances et redoubler de vigilance. Désormais, il faut faire vite. Il pourrait prendre la fuite à tout moment. Et le policier veut absolument voir son visage de près avant qu'il ne s'échappe.
Écoute, là, je vais essayer de me poser dans l'immeuble. Pour l'instant, il est toujours assis à l'arrêt tram. Par contre, là, je l'aurais pas vu pendant les quelques secondes qu'il faut que je rentre dans l'immeuble. Bah, maille ton cul parce que s'il bouge, faut que je sache, moi. Ouais, bah, je fais au mieux, hein. Je fais au mieux, là. Je sonne chez les gens, là. En policier expérimenté, David a repéré en un coup d'œil cet immeuble, situé juste en face de l'arrêt de tramway. Je l'ai pas vu, hein. S'il arrive à pénétrer à temps à l'intérieur, il aura un point de vue idéal sur le dealer présumé. Et il pourra peut-être même le photographier. Mais c'est loin d'être gagné. J'entends un tram, bordel. Vous pouvez nous ouvrir, c'est la police, merci. C'est la police, madame, vous pouvez m'ouvrir, s'il vous plaît? Merci. Allez, ouvrez, merci. Trop tard, le tramway entre en gare. Dans quelques secondes, le jeune homme va peut-être monter à bord et David l'aura perdu. À moins que... Ouais, oublie, il prend pas le tram. Il est toujours là, il a mis la capuche, il est toujours là. Je vais essayer de les shooter en photo, hein, je te rappelle. Contre toute attente, le suspect est resté assis sur le banc, comme s'il attendait quelque chose ou quelqu'un. Et sans le savoir, il pose de manière idéale pour l'enquêteur, qui le mitraille avec son appareil. Et quelques instants plus tard, David comprend pourquoi l'homme n'a pas bougé. Attends, il y a un deuxième qui arrive, ils sont rejoints. Si, ils sont ensemble, ils ont acheté un ticket tram. Hein. Ouais, voilà pour ce qu'il il attendait l'autre, hein. Ils sont les deux ensemble. Ouais, donc là ça va partir, c'est sûr, hein, tu peux être sûr. Le second vendeur présumé dont David avait perdu la trace vient de réapparaître. Et cette fois-ci, le policier peut voir son visage. Il y a un tram qui arrive d'ailleurs. Hein. Il y a un tram qui arrive, ils vont le prendre. Ça y est, ils montent, hein. Ils montent. Hein. Ouais, ils sont ensemble, ils montent. Le tramway quitte la station et emporte loin les deux dealers présumés. Quant à David, il rejoint tranquillement son collègue dans la voiture, aucunement chagriné de les avoir laissés partir. Car il vient d'apprendre une information capitale. Ces deux hommes, il les connaît déjà. Petit scoop, c'est le grand que j'ai suivi là. Eh ben non, c'est le mec de la rue d'Absheim. Celui-là qui soi-disant venait d'arriver d'Italie là. À 100%, il t'a reconnu sur les photos. Le policier a bien fait de se méfier et de ne pas trop s'approcher du vendeur présumé. Un homme qu'il a interpellé il y a peu de temps et qui a été relâché faute de preuves. Pour s'assurer qu'il s'agit bien du même homme, les policiers consultent le Canonge, un logiciel qui répertorie les délinquants connus des forces de l'ordre. Je t'ai sorti les photos. Ouais, donc on les a, ouais. Ouais, bah c'est ça. Hein. Donc c'est ces gars-là. Bon, on s'en doutait qu'ils faisaient partie d'une équipe quand ils ont été interpellés. Maintenant, au niveau de la procédure, ils ont pu justifier par leur visa qu'ils venaient d'arriver la veille. Donc effectivement, là, pour les mettre en cause dans un trafic qui durait déjà depuis plusieurs semaines, c'était un peu léger. Donc effectivement, les individus sont sortis. Mais on se doutait qu'ils étaient venus d'Albanie, c'était pas pour faire du tourisme, effectivement pour vendre de l'héroïne. Donc ils sont rapidement mis au boulot. Donc maintenant, moi je suis pas surpris de les revoir sur un autre plan de deal quelques semaines après. Hein. C'est quand même un peu précipité, mais bon. Après, ils sont venus pour ça, donc ils n'ont pas de temps à perdre, je pense. Voilà, ils ont... C'est le bénéfice avant tout. Hein. Complètement. Donc c'est bien, on a déjà les identités, c'est pas mal. On a l'identité des individus, mais on n'a pas le domicile. Les deux dealers présumés que les enquêteurs surveillent depuis 2 jours sont donc clairement identifiés. Ces deux hommes seraient venus spécialement d'Albanie pour vendre de l'héroïne en France. L'enquête vient de prendre une autre envergure. On serait loin d'un petit trafic local, mais sur les traces d'un réseau international. Et pour les policiers de la BAC, il va falloir maintenant trouver leur planque. Comment ils se fournissent et qui est à la tête de leur réseau. Pour cela, David compte renforcer la surveillance du chemin à proximité du centre-ville. Objectif, suivre les vendeurs jusqu'à leur repère et surtout trouver l'endroit où ils stockent l'héroïne. Mais rien ne va se passer comme prévu. Quelques jours plus tard, David et son équipe s'apprêtent à repartir en planque à proximité du chemin. Mais un coup de fil va venir bouleverser le programme des enquêteurs. Au bout du fil, l'indique qui informe David depuis le début de cette affaire. L'homme semble être particulièrement bien renseigné puisqu'il va lui faire une nouvelle révélation. Tout le monde a eu l'info, donc tout le monde va aller là-bas, quoi. Donc je vais voir de l'activité certainement si je me pose. Écoute, ouais. Et c'est pour tout le monde, rendez-vous à la station, tu penses?
Ok, ça marche. Merci, à plus tard. Salut. Le lieu de vente aurait déjà changé et aurait été déplacé de quelques centaines de mètres seulement. Quant aux 2 dealers présumés, ils auraient déjà été remplacés par un nouveau vendeur. S'agit-il d'un roulement habituel entre l'Allemagne et la Suisse, tout proche, où les trafiquants ont-ils fini par repérer le manège des enquêteurs? En tout cas, David et son équipe vont devoir redoubler de discrétion et faire preuve d'ingéniosité s'ils veulent coincer cette bande. Ok. Là, on est en présence d'un réseau. Un réseau, là, on travaille sur des individus qui ont été, qu'on a identifiés, sur lesquels on travaille la semaine dernière, qui ont disparu. Attends, je te rappelle sur ton téléphone. On va dire le même cerveau, le même chef de bande, sur ton téléphone. a relancé tous les acheteurs avec un nouveau numéro et a placé un nouveau vendeur. Et au moindre coup de chaud, ils disparaissent, les gars. Pourquoi? Ils ont une telle ressource, ils vendent dans énormément de villes en France, que ce soit en Allemagne ou en Suisse. Donc les gars, c'est pas un problème, ils changent. Allez, on échange avec un mec qui va en Allemagne par exemple, et ainsi de suite. Loin du petit trafic de quartier, les enquêteurs font face à une mafia très structurée, avec une main-d'œuvre interchangeable. Mais cette fois-ci, grâce à leur indique, David et son collègue ont un coup d'avance. Le nouveau point de vente choisi par les trafiquants serait une station de lavage, située à 2 pas de l'arrêt de tramway où les policiers avaient suivi les 2 premiers suspects. Alors David a déjà une petite idée de l'endroit où se poster, dans l'immeuble qui lui a servi de planque quelques jours auparavant. Je vais essayer de rentrer dans l'immeuble. Le souci, c'est que donc faut que je me fasse ouvrir par quelqu'un. Faut que je fasse discrètement, que j'arrive à rentrer dans l'immeuble, quoi. Et après, j'attendrai Lio, je lui laisse la porte ouverte et on va se positionner dans les étages. Avec vue directe sur le parking où les transacts se passent. Quelques instants plus tard, Lionel et David sont en place. Là, on est exactement au-dessus de l'arrêt de bus où j'ai surveillé la semaine dernière, où les gars sont partis vers le tram. C'était à cet arrêt-là. Donc tu vois, c'est toujours dans le même secteur, toujours. Sans le savoir, les trafiquants ont choisi un lieu de vente qui facilite le travail des enquêteurs. David et son collègue vont pouvoir tranquillement espionner sans être vus. Et cette fois-ci, ils disposent d'une description détaillée du vendeur présumé, fournie par leur indique. Tu me dis à quoi ils ressemblent par contre? À gauche en beige là? Ouais, j'ai vu. Il était tendu. Et justement, à peine installés, les 2 enquêteurs viennent de voir passer sous leur fenêtre un homme qui correspond au signalement. Il regarde, hein? J'ai jamais vu celui-là. Il a au moins 60 ans. Voilà. Ah, il a pas une démarche de vieux. Il fait vieux de dos, mais il a pas une démarche de vieux. Cet homme d'une 60aine d'années, bien habillé, propre sur lui, n'a pas vraiment le profil que les enquêteurs ont l'habitude de croiser. Ils vont maintenant devoir attendre que l'homme effectue une transaction pour le prendre en flag. Mais problème. Ah, il va revenir par là-bas, fait chier. C'est sûr. Il va vendre là-bas, il va au contact des acheteurs et il revient par la gauche. Derrière, t'as un foyer, donc je pense que c'est au bord du canal, il va faire la vente, qui est moins flag. Donc là, si on n'a pas de chance, je pense pas qu'il va revenir vers nous. Donc on va avoir du mal à l'avoir de face. Le vendeur présumé semble se diriger vers un endroit plus discret. Les enquêteurs savent d'expérience que les deals se font à l'abri des regards. Et ce parking est manifestement trop exposé. Mais les policiers restent patients, d'autant qu'ils viennent de repérer un homme au comportement suspect. Depuis plusieurs minutes, l'individu fait les 100 pas autour de la station de lavage et semble chercher quelque chose ou quelqu'un. Le téléphone, non? Non, putain, faut se manier avec. Putain, mais c'est pas possible, quoi. Les enquêteurs sont tendus. Cet homme qui s'approche est-il bien un acheteur? L'homme qui s'est éloigné il y a quelques minutes est-il bien un dealer? À ce moment-là, pour les enquêteurs, tout le monde est suspect. Ouais, il a l'air de chercher quelqu'un, ouais. Il a l'air de chercher quelqu'un.
Ouais, c'est un vieux. Hein. Non, je pense qu'il attend sa caisse. Le mec en bas là? Ouais, il fait pas. Ouais, non, c'est pas ça. Ouais, je vois la BM là. À mon avis, il attend pour sa caisse. C'est pas lui, hein. Dans quelques instants, sur D8, vous allez voir que David et ses enquêteurs vont devoir faire preuve d'ingéniosité pour réussir à piéger le réseau de trafiquants d'héroïne. Oh là là, il fait jamais de la vie vendeur. Hein, il fait pas vendeur. Putain, il emmène où là? Les enquêteurs sont tendus. Cet homme qui s'approche est-il bien un acheteur? L'homme qui s'est éloigné il y a quelques minutes est-il bien un dealer? À ce moment-là, pour les enquêteurs, tout le monde est suspect. Ça pourrait être. Ouais, il a l'air de chercher quelqu'un, ouais. Il a l'air de chercher quelqu'un. Ouais, c'est un vieux. Hein. Non, je pense qu'il attend sa caisse. Le mec en bas là? Ouais, il fait pas. Ouais, non, c'est pas ça. Ouais, je vois la BM là. À mon avis, il attend pour sa caisse. C'est pas lui, hein. David ne quitte pas des yeux l'homme qu'il prend pour un acheteur. Quand soudain, Ça y est, c'était pas le mec d'avant. Chouk, yo. C'est pas le mec d'avant. Non, peut-être pas. un homme d'une cinquantaine d'années que les enquêteurs n'avaient pas repéré jusqu'ici. Crâne dégarni, taille moyenne, la description correspond parfaitement à celle donnée par l'indic. Plus de doute possible, pour eux, c'est certainement le dealer. Mais on est très loin du profil classique. Pas de sweat à capuche, mais un homme particulièrement bien habillé avec un parapluie chic à la main. Oh là là, il fait jamais de la vie vendeur. Hein, il fait pas vendeur. Putain, il emmène où là? Fais gaffe qu'il y a de la parent. Yo, tu prends? Ouais, vas-y, vas-y. Les enquêteurs en ont la quasi-certitude. Une transaction va avoir lieu, mais pas ici. Pas le temps de réfléchir, tandis que David prend des photos du vendeur présumé, son collègue Lionel prend les deux hommes en filature. Objectif, observer la transaction, s'assurer qu'il s'agit bien du nouveau dealer et le suivre jusqu'à son domicile avec l'espoir d'y découvrir un important stock d'héroïne. Quelques minutes plus tard, Lionel va revenir avec une bonne nouvelle. Il vient d'obtenir l'information que les policiers attendaient depuis plusieurs jours. Les deux hommes qu'il avait pris en filature l'ont mené jusqu'à une adresse où pourrait être stockée la marchandise. Et cerise sur le gâteau, il se trouve que cette adresse ne leur est pas inconnue. Donc l'immeuble habituel. Ouais, Ouais, au 6. d'accord. Il a pris le petit passage, direction numéro 6, il est rentré, il n'a même pas regardé. Donc c'est bon, c'est logé. C'est là où on pensait. Hein. En espérant que le matos est là-bas. Les hommes de là-bas ont le sourire. C'est à cette même adresse qu'ils avaient interpellé il y a plusieurs mois les deux premiers suspects aperçus dans la forêt et qui ont disparu depuis. Les policiers avaient alors supposé, sans pouvoir le prouver, que l'appartement servait de base arrière à un réseau de stupéfiants. Ce nid serait donc toujours actif. L'enquête progresse à pas de géant. Les policiers savent où se cache le vendeur présumé. L'enjeu désormais pour David, c'est d'identifier tous les protagonistes de ce réseau mafieux venu de l'étranger. Les vendeurs, le ou les fournisseurs, et surtout ceux qui réceptionnent l'argent et qui sont à la tête du réseau. Pour cela, David et son équipe vont devoir mettre en place un système de surveillance sophistiqué. Seulement voilà, il faut faire un break pendant le week-end. Et parfois, vous allez le voir, s'arrêter juste un week-end peut compromettre des semaines d'enquête. La semaine commence mal pour David. Pendant le week-end, une autre équipe de la BAC a contrôlé sans le savoir le vendeur au parapluie. Un faux pas qui pourrait compromettre
toute la surveillance que les policiers souhaitent mettre en place. Info, notre vendeur a été contrôlé samedi soir par un équipage de chez nous. On n'a pas eu de chance, il a été contrôlé juste après une transac. Là où on a eu de la chance, c'est que les collègues ont percuté que c'était le gars sur lequel on travaillait. Suite à ça, il a pu le prendre en photo son passeport, à savoir que chaque fois qu'on les a contrôlés, les gars ont disparu dès le lendemain, coupé le téléphone, changé la cam d'endroit et disparu. Là on a de la chance, j'ai des infos, il a recommencé. Il continue, il a apparemment pas déménagé. Il vend, son endroit de vente a changé, il vend à 100 mètres. Mais là vraiment le problème le plus important, c'est les acheteurs nous connaissent à force. On en connaît 40, 50 et c'est toujours les mêmes qui reviennent. S'ils nous reconnaissent un de nous trois, ils vont lui dire. Et lui, 2 contrôles ou 2 fois police dans les 3 jours, là c'est fini, on aura plus de chance. Après voilà, il va dégager. L'avantage c'est qu'on a son blaze. On a son nom, il n'est pas connu, j'ai regardé au stick, il n'a pas d'antécédent police. Il faudrait que je regarde l'antécédent gendarmerie, mais je pense pas. Quel âge? 45 ans quoi, il est pas tant vieux. Il est 45 ans, il est de 68. À cause de ce contrôle d'identité, le fameux vendeur risque d'être sur ses gardes. David et son équipe vont devoir prendre encore plus de précautions s'ils veulent surveiller l'immeuble dans lequel il habite. Mais avant cela, David a un autre problème à résoudre. Un problème administratif, celui-là, mais un problème de taille. On va voir le lieutenant, on va lui parler. Ouais. Et ce problème, il n'y a que son patron, le lieutenant, qui peut le résoudre. Messieurs, dames, bonjour. Lieutenant, bonjour. Il faut savoir que les policiers de la BAC sont spécialisés dans le flagrant délit. Pas dans l'enquête au long cours, habituellement confiée au service des stupes. Logiquement, l'enquête devrait donc changer de main. Mais David et son équipe voudraient mener les investigations jusqu'au bout. Et pour cela, il faut convaincre leur supérieur hiérarchique de les laisser sur l'affaire. Alors David va essayer de lui montrer que personne n'est mieux placé que lui et son équipe pour poursuivre l'enquête. Un nouveau mec est apparu. Un nouveau téléphone. Un nouveau téléphone avec un nouveau mec. Que par chance on a pu identifier, on a eu chaud samedi, un équipage de chez nous l'a contrôlé par mes gardes. Par contre il n'a pas eu trop chaud parce qu'il existe toujours et il continue à vendre. On a le blaze, c'est un mec de 48 ans, c'est un Albanais. Et on l'a logé. On l'a logé et il vend franchement pas mal. Il rentre avec les clés, il fait pas gaffe à rien, il se prend avec son parapluie quand il pleut. Très tranquille, vraiment très tranquille. Et comment il procède sur les transactions? Alors il procède, en fait on va dire vous prenez un compas et vous faites 200 mètres autour de son dôme et il vend à tous les endroits autour. Les acheteurs sont passés le mot, il y a de nouveau tous les habitués qui viennent. Il y a 30 transacts jours. On peut être sur un volume sympa quoi. S'il se refait contrôler je pense dans la semaine, il disparaît. Donc après à voir si on agit vite, ce qu'on fait. Vous effectuez une surveillance, et puis on nouvelle l'opération, on poursuit l'enquête de prélim sur plusieurs jours en termes de surveillance. En fonction de vos plans, ça nous permettra de dimensionner le dispositif à mettre en place. Et puis dès qu'on l'aura décidé, on le tapera en flag. Le lieutenant apprécie le travail de la BAC. Il pense aussi qu'il faut en savoir un peu plus sur ce réseau avant d'intervenir. Connaître notamment la quantité de marchandises qui pourraient être saisies au domicile du vendeur, ainsi que la façon dont il est approvisionné. Ça marche? Ça marche. Merci, à plus. Au revoir. C'est un succès pour David. Il vient d'obtenir le feu vert pour poursuivre son enquête. Il va pouvoir mettre en place une surveillance permanente, de jour comme de nuit, au domicile du vendeur présumé d'héroïne. Une mission qui s'annonce délicate. Mais l'enquêteur est un fin limier avec des années d'expérience, et il a déjà imaginé un système ingénieux pour voir sans être vu. On ne va pas rester chez les gens ou dans un hall toute la nuit pour observer. Donc le but c'est de placer une petite caméra à détection de présence sur la porte, face au domicile des individus. Et pour ce faire, les policiers ne manquent pas de ressources. Après avoir découpé une bouteille en plastique, David y fixe une caméra discrète et dépose à l'intérieur l'enregistreur. Un dispositif artisanal qui a déjà fait ses preuves. Voilà, on a la petite caméra, on n'a plus qu'à placer au rebord de la fenêtre, c'est assez discret. Avec les petits carrés, on va détecter la porte sur laquelle on veut que ça déclenche. Tous les allées et venues dans l'appart sont filmés. Avec un peu de chance, demain, on aura des bonnes nouvelles. Voilà. Il n'y a plus qu'à poser. Grâce à cet écran de contrôle, David pourra positionner sa caméra pour qu'elle filme exactement l'entrée de l'immeuble. Et pour économiser les batteries, elle ne se déclenchera que lorsque la porte s'ouvrira. Même si les images de cette caméra n'ont aucune valeur juridique, elles permettront aux enquêteurs d'assister aux allées et venues de l'appartement, de savoir qui rentre et qui sort. Un outil précieux, infatigable, qui se déclenchera de jour comme de nuit. Grâce à elle, David espère bien identifier certains membres de cette mafia.
Mais surtout, il aimerait comprendre comment ce dealer présumé est ravitaillé et à quel moment. Des informations capitales dans la perspective d'une interpellation. Mais les enquêteurs le savent. Plus ils se rapprochent de leur cible, plus ils doivent se montrer discrets. À la moindre alerte, les trafiquants disparaîtront dans la nature sans laisser de traces. Ils sont parfaitement organisés et abandonnent rarement des indices permettant de les retrouver. Réussir à comprendre comment ils fonctionnent, parce que c'est quand même une mafia, faut pas l'oublier, c'est pas évident. Ils s'adaptent très bien à nos lois. Dans leurs appartements, on ne trouve jamais de papier, de facture d'eau à leur nom, de carte téléphonique qui les loge là-bas. Ça n'existe pas avec ces gens-là. L'argent, hein. Même l'argent. Jamais plus qu'une Il n'y a jamais plus de 2000, 2500 euros, ce qu'ils font quotidiennement au domicile. Surveiller et faire preuve de patience pour avoir une chance de démanteler tout le réseau. C'est désormais la mission de ces enquêteurs. Le vendeur présumé, seul, ne les intéresse pas. Ils devront attendre un ravitaillement, une transaction plus importante, peut-être même la visite du chef de la bande, pour pouvoir déclencher une interpellation. C'est bon, hein. Allez, go. Fais ça bien, tu tiens au jus. Ouais, c'est bon. Tu n'en prends pas ça, tu m'appelles. Ouais, c'est bon. La voiture des policiers se gare à quelques centaines de mètres du domicile du dealer présumé. À partir de maintenant, nous suivons David en caméra cachée, afin qu'il ne se fasse pas repérer. L'enquêteur pénètre dans un immeuble idéalement placé. Après avoir averti les habitants de sa présence, il met immédiatement en place la caméra à détecteur de mouvement qu'il vient de bricoler. Elle sera à ses yeux pendant toute l'opération. Pour les premières heures de planque, l'enquêteur reste sur place, dans l'escalier, caché par des rideaux. La surveillance peut commencer. Des heures à guetter, à épier la moindre voiture, le moindre passant. Une tâche qui pourrait en démotiver plus d'un, mais pas David. Une sacrée ressource quand même. Mais bon, ça démotive pas, on continue, on y va, on essaie de le faire. Nettoyer un quartier, on se dit voilà, il y a peut-être un peu moins d'héroïne qui va circuler, peut-être un peu moins de seringues dans les parcs et des trucs comme ça. Maintenant l'idéal, ça serait bien d'avoir celui-là qui est au-dessus, effectivement. Mais sinon, si on n'arrive pas à aller plus haut, on va couper la branche, quoi. Parce que bon, il commence vraiment à avoir une recrudescence d'individus de ce type-là, qui se posent dans des apparts et qui vendent de l'héroïne sur Mulhouse, quoi. Je pense qu'il y a un réel problème de santé publique à Mulhouse en ce moment. C'est que vraiment l'héroïne, ça circule partout. L'enquêteur va ainsi passer plusieurs heures de planque, assis dans l'escalier de l'immeuble. Mais le temps passe et toujours rien à signaler dans la rue. Jusqu'à cet instant. Putain, c'est 5. Putain, il faut que je vois correctement. David vient de repérer un véhicule suspect. Mais quelques secondes plus tard, il a déjà disparu. David appelle aussitôt Lionel. Là, c'est 5 vient de se garer devant et notre albanais il est sorti, il a pris contact avec le conducteur. Je crois qu'ils sont échangés un truc dans un gros sac. Et là, c'est 5 qui est parti. Peut-être, c'est ce que j'ai pensé. Ça pouvait être des billets, si c'est des billets pliés, je pouvais pas les voir. Ouais. Et puis là, c'est le ramassage de la journée, quoi. Il a eu le produit ce matin, il a dû vendre toute l'après-midi, et maintenant ça ramasse le pognon. Ouais, à mon avis, c'est fini pour ce soir. Écoute, je reste encore un quart d'heure et je me lève. Sous les yeux de David, le vendeur présumé viendrait de remettre la recette des ventes du jour. Mais à qui? Qui est donc le mystérieux conducteur de cette berline grise? Pour les enquêteurs, probablement la clé de voûte de l'organisation en France. Le maillon qui leur manque pour déclencher une interpellation. Peut-être même le chef du réseau. Malheureusement, sur les images prises par la caméra, impossible de distinguer un visage ou même une plaque. Et les enquêteurs jouent de malchance. Lionel, le collègue de David, qui était garé à proximité, a été appelé en renfort sur une autre opération quelques minutes avant l'apparition de la berline. Résultat, il n'a pas pu prendre le véhicule suspect en filature. Commence alors une traque au long cours pour mettre la main sur le conducteur de la berline, celui qui leur a filé entre les doigts. Pendant 2 semaines, David surveille le domicile du dealer présumé et à chacune de ses sorties, Lionel le prend en filature.
Et plus les jours passent, Ça bouge. Écoute, je vais essayer de suivre. plus les policiers de la BAC voient apparaître de nouveaux visages. Il rentre dans la caisse. Il rentre dans la voiture. J'ai la Transac en flag là dans les yeux. L'homme au parapluie n'est plus seul. 3 autres dealers présumés l'ont rejoint. Et les ventes autour de l'immeuble se multiplient. Un balai incessant de midi à 20h, où une vingtaine de consommateurs se relaient chaque jour pour venir chercher leur dose. Ouais, écoute, je suis devant. Il y a un mec qui est sorti, par contre, j'ai pas vu ce que c'était du tout. En revanche, toujours aucune nouvelle de la berline grise. Le chef présumé de cette mafia reste introuvable. Alors, sans relâche, les enquêteurs poursuivent leur surveillance dans l'espoir de lui mettre enfin le grappin dessus. Une machine parfaitement huilée, sans à-coups, jusqu'à ce matin-là. Ils sont où? Mais tu suis qui? Tu suis qui? Lequel? C'est lequel? Comme chaque jour, Lionel a pris soin de se garer à bonne distance pour observer sans être repéré. Sauf que manque de chance, ce matin-là, Attends. il va perdre sa cible des yeux. Il est où? Il est sur le pont? Je l'ai en face de moi. Putain, je viens de croiser un autre Albanais devant moi. Il va voir un pote là. Moi, je vais être obligé de dégager parce qu'il m'a vu l'autre. Il a gaulé qu'on était flics à 400 km. Ouais, je suis en face, putain. C'est mort, il nous a vus, c'est sûr. Le regard de l'enquêteur vient de croiser celui du dealer présumé, et Lionel pense avoir été démasqué. Si les vendeurs supposés ont le moindre doute et qu'ils découvrent la surveillance mise en place par les hommes de la BAC, l'enquête risque de s'arrêter net. Pour l'instant, le bilan des surveillances est mitigé. Les enquêteurs pensent avoir découvert de nouveaux vendeurs, mais celui qui les intéresse le plus, le conducteur de la berline grise, reste toujours introuvable. Pourtant, c'est probablement lui le chef du réseau. Les policiers se retrouvent face à un dilemme. Doivent-ils intervenir ou patienter? Ils ne le savent pas encore, mais cette décision a déjà été prise en très haut lieu, car un nouvel élément a fait basculer toute l'enquête. Le lendemain, au commissariat de Mulhouse, David et son équipe sont loin de se douter de ce qui les attend. Le lieutenant les convoque sans leur donner de motif précis. Le lieutenant voudrait nous voir au sujet de l'affaire. Donc on va nous causer sur l'affaire, sur les surveillances. Ok, vous venez? Il t'a dit pourquoi? On va voir, je sais pas plus. Bonsoir lieutenant. Ça va bien? Entrez, Oui, messieurs, ça. dames. J'ai une bonne et une moins bonne nouvelle à vous annoncer. Dites-nous. Alors la bonne, c'est que votre objectif, c'est un bel objectif. Hein, tout porte à croire que vous avez tapé dans le mille. La moins bonne, c'est qu'il entre dans le cadre de la CR des stupes. D'accord. Donc vous passez la main. CR pour commission rogatoire. Ces 2 mots sonnent le glas de l'enquête pour David et son équipe. La brigade des stupes, qui travaillait sur le même réseau de vente de drogue, vient d'identifier une cible prioritaire. C'est donc elle qui va poursuivre l'enquête. Je descends de la réunion d'état-major et la brigade des stupes m'a confirmé qu'il avait également un objectif localisé au même endroit. D'accord. Donc priorité à l'investigation et à l'enquête de longue haleine, quoi. Donc on repasse le flambeau? Ouais, vous passez la main, ouais. D'accord. Ok. Ouais. Pas trop déçu? C'est le jeu, hein. Merci de votre compréhension et puis vous découragez pas. Bah non. Hein? Non, non. Vous inquiétez pas. Monsieur Lieutenant. Merci lieutenant. Allez, Bonne bon soirée, au courage. revoir. Malgré des semaines d'enquête, David et son équipe ne mèneront pas l'affaire à son terme. Le policier encaisse la nouvelle avec un peu d'amertume, mais il connaît parfaitement les règles de la maison. Bon, c'est un peu frustrant. C'est vrai qu'on reste des policiers. La finalité, c'est quand même interpeller les bonhommes, faire une belle saisie et participer surtout à ça. Maintenant, on n'a plus les cartes en main. Un autre service va s'en occuper, certainement bien. C'est le jeu. C'est le jeu. Des fois, il faut savoir laisser passer la main. Et puis, non, c'est comme ça. Évidemment, voilà, on aurait préféré finir dessus. Maintenant, c'est comme ça. L'important, c'est quand même que les trafiquants tombent. C'est quand même voilà, c'est pas une guerre des polices, hein, c'est la mission première. Donc non. On fait avec et on passe à un autre objectif, et puis voilà.
Un étage plus bas, à la brigade des stupes, c'est l'effervescence. L'équipe dirigée par Olivia touche enfin au but après des mois d'enquête. En fait, il y a plusieurs petits réseaux avec à leur tête plusieurs donneurs d'ordre. Et donc là, on s'est attaqué à un des réseaux, donc à un des donneurs d'ordre. Le donneur d'ordre qu'on a réussi à identifier est quelqu'un qui est très peu sur Mulhouse. Mais donc, on l'a logé sur Mulhouse suite à une surveillance et une filature qui a duré plusieurs heures pour pouvoir interpeller l'individu à domicile. Après plusieurs semaines de surveillance et d'écoute téléphonique, les stupes seraient parvenus à identifier le chef présumé de ce trafic d'héroïne. Un homme qui serait actuellement en France. Les enquêteurs pensent qu'il pourrait être le conducteur de la berline grise, observé par David et son équipe. L'homme qui détiendrait l'argent ainsi que toute la drogue de ce réseau. Il se déplacerait constamment entre l'Allemagne, la Suisse et la France. Alors l'équipe d'Olivia aimerait le cueillir d'urgence avant qu'il ne repasse de l'autre côté de la frontière. Une interpellation difficile et dangereuse, car l'homme pourrait être armé. Les stupes n'ont que quelques heures pour se préparer. Le lendemain, jour J, 8h du matin, à l'étage des stupes, l'opération est imminente. Leur objectif prioritaire, c'est clairement d'arrêter l'homme qui serait à la tête de cet important trafic d'héroïne. Les policiers ont identifié son point de chute, un appartement situé à quelques centaines de mètres seulement du fameux numéro 6, surveillé par les hommes de David. Donc ça, c'est l'objectif. C'est Mika qui va donner le top, puisque c'est lui qui aura vu direct sur la porte de l'appart. Comme il y a 2 appartements, il y aura 2 équipes d'intervention. La première, dirigée par Michael, 36 ans, s'occupera du chef présumé du réseau. Claude, 48 ans, pilotera le second groupe. Alors donc la deuxième équipe, c'est le premier étage. Il n'y a qu'un seul appart par étage. Et là, dès qu'on a le top d'interpelle, on pète la lourde. Admettons que ça bouge avant de... Admettons. C'est pas grave, non, on laisse faire. On peut annoncer, on peut suivre, on peut regarder, on peut annoncer sur la radio ce qui se passe, mais on bouge pas. La priorité, c'est l'objectif en fait. En clair, Olivia veut impérativement couper la tête présumée du réseau avant de s'attaquer à ses dealers supposés. Une chronologie indispensable à respecter. Sinon, leur patron pourrait avoir le temps de prévenir toute l'organisation. Ils sont assez méfiants, hein, donc ils ont un accès fenêtre sur la rue, donc ils sont susceptibles de chouffer. Hein, et puis ils sont susceptibles d'avoir d'autres Albanais qu'on ne connaît pas, susceptibles toujours d'être armés. Hein. Donc il faut juste faire gaffe. Les enquêteurs le savent. Ils n'ont pas affaire à de petits dealers de quartier, mais bien à des trafiquants prêts à tout pour défendre leur business. L'interpellation du chef présumé s'annonce dangereuse. Alors notre caméra ne fera pas partie du dispositif. Et voilà, quand vous êtes prêts, c'est parti. La seconde équipe se dirige vers l'appartement des dealers présumés que la BAC a surveillé pendant plusieurs jours. Leur consigne, attendre le feu vert avant d'agir. Bon, un petit peu comme dans chaque grosse interpellation et mission préparée, hein, c'est un petit peu comme partir à la pêche. On sait où on va, on sait qu'il y a du poisson, et on sait pas combien de temps ça va durer, ni combien on va en attraper, quoi. C'est le jeu, c'est le jeu. Et comme souvent dans la vie d'un policier, avant de voir ce qu'il y a dans le filet, Claude et son coéquipier vont devoir s'armer de patience. C'est bon. Bon là, hein? Ouais. Bon, il n'y a plus qu'à. Les 2 policiers restent en contact permanent avec la première équipe, celle chargée d'interpeller la tête présumée du réseau. Une opération délicate qui pourrait durer plus longtemps que prévu. Les policiers rongent leurs freins. Alors, on ne se relâche pas. On ne se relâche pas. Ouais, on reste éveillé. Derrière leur décontraction apparente, les enquêteurs cachent leur stress. Ils doivent rester concentrés pour se montrer prêts et déterminés au moment décisif. Donc là, on entend tous la montée d'adrénaline. Donc, entrée en force, méthode GIPN. Donc, tout le monde au sol, menottage. Il ne faut pas leur laisser la moindre chance de bouger. Que ce soit ou pour prendre éventuellement une arme, ou soit pour
pour essayer de foutre la dope s'ils sont chargés dans les chiottes, quoi. Dans quelques instants, sur D8, vous découvrirez l'aboutissement d'une enquête de plusieurs mois pour mettre à terre un important trafic d'héroïne. Une traque qui est loin d'avoir livré tous ses secrets. À terre! À terre! Les enquêteurs sont stressés. Ils doivent rester concentrés pour se montrer prêts et déterminés au moment décisif. Donc là, on entend tous la montée d'adrénaline. Donc entrée en force, méthode GIPN, donc tout le monde au sol, menottage. Il ne faut pas leur laisser la moindre chance, quoi, de bouger. Que ce soit ou pour prendre éventuellement une arme, ou soit pour essayer de foutre la dope s'ils sont chargés dans les chiottes, quoi. Les minutes défilent et toujours aucune nouvelle de l'autre interpellation. Jusqu'à ce message radio. Go. On s'approche. Après 3 heures d'attente, le top action est enfin donné. Le chef présumé du réseau vient d'être interpellé. L'objectif principal est atteint, il est hors d'état de nuire. Les policiers doivent désormais mettre la main sur les dealers présumés d'héroïne repérés par la BAC. Plus haut. À terre! À terre! À terre! À terre! À terre! Couchez! Couche! Tu bouges pas! Ok pour lui. Vous parlez français? Ah si! Capiche et tout? Allemand? Ah oui, ça je sais. Albanais, ouais. Albanais. Putain. Il n'y a personne d'autre, il n'y a que ces deux. Hein? Ouais, c'était ça. Ok. À l'intérieur de l'appartement, 2 individus. Mais aucune trace du fameux vendeur au parapluie que David et Lionel avaient observé en pleine transaction. Aurait-il mis les voiles entre-temps? Pas sûr que les 2 hommes interpellés en apprennent plus aux enquêteurs. Sprechen Sie Deutsch? Non, English? non, Parla italiano? non. Parle rien. Ouais, ok, tout de suite. Ouais, il veut pas parler. Ça se trouve, il parle très bien le français, et puis voilà. Ouais. Claude se heurte à la barrière de la langue. Non, pas sûr. Avec ces 2 Albanais, le dialogue risque d'être compliqué. Héroïne, il y a héroïne ici? Drugs. Il a compris. On touche à rien, là, pour le chien. Quand les policiers lui parlent de drogue, l'un des 2 hommes retrouve soudain du vocabulaire. Mais selon lui, ce n'est pas dans cet appartement que les enquêteurs en trouveront. Et il n'a pas complètement tort, à un détail près. Même pas? Les sachets sont par la fenêtre. Ils ont... Je viens de les trouver, ils sont en bas. Ah bah tiens. Oh super, de l'héros. Le temps qu'on tente de rentrer, qu'on a pété la porte, ils ont tout balancé par la fenêtre. Il n'y en a pas d'autres, regardez bien. Non, il y en a plein, j'ai regardé. À l'extérieur, les enquêteurs viennent de retrouver dans le caniveau plusieurs sachets contenant ce qu'ils étaient venus chercher. De l'héroïne. 70 grammes, soit une valeur marchande d'environ 1 200 €. Et la fouille ne fait que commencer. C'est bon, allez, on cherche. Et on cherche encore. Là. Centimètre carré par centimètre carré. Le plus fin limier de la brigade ratisse l'appartement à la recherche de la moindre trace de drogue. Mais au bout d'1 heure, les enquêteurs doivent se rendre à l'évidence. Ils ne trouveront rien de plus dans ce logement. En dessous, il n'y a rien. Ça t'a fait? Ouais, j'ai tout fait.
Ok. Donc là, il n'y avait rien malgré que le chien est... Impeccable. Fin de la perquisition. Même si les enquêteurs sont un peu déçus, ils disposent de preuves suffisantes pour placer les hommes interpellés en garde à vue.